C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a construit ses propres territoires. Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leur route. L'esclavage avait engendré la plus grande accumulation de richesses encore jamais vue à l'époque. En 1790, la traite négrière atteint son point culminant. Plus de 100 000 captifs sont déportés par an. Dans les pires cas d'oppression, y compris l'esclavage, il y a toujours des résistances, des tensions et des luttes. À l'aube du 19e siècle, la violence des négriers condamne la traite transatlantique. Désormais, l'Europe doit trouver un moyen de s'enrichir sans avoir recours à ce trafic devenu immoral. Dans les années qui suivent l'interdiction de la traite, les Européens vont repousser les frontières de l'esclavage. Le Brésil porte en lui l'héritage des dernières années de l'esclavage. Au moment où le commerce d'esclaves est interdit, une deuxième vague de déportation de captifs frappe la baie de Rio de Janeiro. Avec plus de 2 millions d'esclaves débarqués au 19e siècle, Rio est devenu le plus grand port de traite au monde. Les Brésiliens d'origine africaine font du Brésil le deuxième plus grand pays africain du monde. Le seul pays avec une population africaine plus importante que celle du Brésil, c'est le Nigeria. Pourtant, dans certains quartiers, le simple fait d'être jeune, noir et pauvre peut conduire à être abattu en pleine rue. Depuis 10 ans, la police de Rio fait régulièrement des descentes dans les favelas. Au motif de nettoyer les bidonvilles de la délinquance, ces opérations font du Brésil le champion du monde des violences policières contre la population noire. A gente sempre vai ser preto, pobre e favelado. Eu acho que isso nunca vai mudar nos olhares deles. Eles chegam aqui e pensam que todo mundo é bandido. O cara olha por causa do teu cabelo, da onde você mora, eles ficam, tem um pré-julgamento. Vai ser difícil, porque eles são poder e a gente vai ser sempre a minoria. « 130 ans après l'abolition de l'esclavage, les Afro-Brésiliens restent de loin la population la plus pauvre du pays, des citoyens de seconde zone dans un monde clivé entre noirs et blancs. Il est très important que les gens prennent conscience du fait que, avant 1820, pour chaque Européen qui traversait l'Atlantique, il y avait environ 4 Africains. Ça, je pense que les gens l'ignorent. L'histoire des Amériques est surtout relatée comme étant celle d'une implantation européenne. À la fin du XVIIIe siècle, Africains et Noirs créoles forment l'écrasante majorité de la population du Brésil, du Venezuela et des Caraïbes. Un botaniste français en séjour à Rio dépeint dans ses aquarelles cette société où les Africains sont omniprésents. Cette masse d'esclaves nourrit chez les Blancs la peur du complot, de l'empoisonnement et du meurtre. Les Blancs sont partout ultra minoritaires. Les esclaves sont là, ils sont dans leur cuisine, ils sont dans leur chambre à coucher, ils sont dans leur champ, ils sont partout, ils sont la majorité. Et donc, il y a cette peur perpétuelle qu'ils vont se mobiliser, se mettre ensemble pour tuer les Blancs. 1791.
Dans ce continent noir au cœur du Nouveau Monde, ce que les Blancs redoutaient le plus est en train de se produire, un soulèvement mobilisant la totalité des esclaves. Saint-Domingue devient une véritable poudrière. L'île est prête à s'embraser et à faire exploser tout le système esclavagiste des Amériques jusqu'en Europe. Cette colonie française peuplée à 90% d'esclaves voit débarquer sur ses côtes 45 000 nouveaux captifs africains chaque année. Au lendemain de la Révolution de 1789, la liberté chantée dans la Déclaration des droits de l'homme sonne pour ces nouveaux débarqués comme un cri de ralliement. On a des leaders esclaves, des cochers, des contremaîtres, etc., qui sentent que vraiment la situation n'est plus tenue en main par les Blancs. Le pouvoir s'est effondré, il n'y a pas assez de troupes, donc il est temps de lancer une révolte. Comme un conte murmuré à la tombée du jour, le récit de cette première nuit d'insurrection s'ouvre par le grondement d'un cyclone. Tout débute la nuit du 22 août 1791, quand les esclaves se réunissent à Bois-Caïman pour écouter les incantations d'une prêtresse vaudou et planifier une insurrection. Même si la réalité de cette cérémonie clandestine n'est pas établie, cette date marque le départ du vent révolutionnaire qui balaya tout le système de plantation. Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui nous donne la lumière. Dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre. Dieu qui a des oreilles pour entendre, toi qui es caché dans les nuages, qui nous montre d'où nous sommes. Tu vois que le blanc nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes, mais le Dieu à l'intérieur de nous veut que nous fassions le bien. Notre Dieu, qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos torts. C'est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la victoire. C'est lui qui va nous aider. Nous devrions tous rejeter l'image du Dieu de l'homme blanc, qui est si impitoyable. Écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos cœurs. La cérémonie du Bois-Caïman fait appel aux divinités ancestrales africaines. Il faut dire que le vaudou a été présent dans toutes les phases de contestation du système colonial esclavagiste. Et donc, c'est le vaudou, c'est la religion vaudou qui va en quelque sorte réunir l'ensemble de ces esclaves. Cette guerre de libération va durer 12 ans. Aux côtés de Georges Biassou Boukman, un ancien cocher du nom de François Toussaint gagne le surnom de Toussaint l'Ouverture après avoir démontré sa capacité à ouvrir des brèches dans les lignes ennemies. Ces Jacobins noirs écrasent toutes les armées coloniales et infligent à Napoléon sa première défaite militaire. Cette gravure a été réalisée à l'époque où Toussaint l'Ouverture s'est emparé de l'île tout entière. Pour moi, elle traduit la peur des Blancs face au soulèvement des Noirs. Il y a un homme qui s'appelle Simon Taylor. C'était l'un des plus riches planteurs de la Jamaïque au début du 19e siècle. Quand il a appris que les Français s'apprêtaient à reprendre Saint-Domingue, il a dit « Je ne pense pas qu'ils y arriveront. » Parce qu'on ne fait pas la guerre de la même façon aux Antilles et en Europe. Si Toussaint et les autres chefs décidaient de se rendre, les Français pourraient reprendre l'île, la colonie. S'ils ne se rendaient pas, ils brûleraient les villes et se retrancheraient dans les montagnes pour vivre comme des nègres marrons. Ils attendraient que les soldats français meurent de maladie. Et c'est ce qui s'est passé avec l'expédition Leclerc qui a tenté de reprendre Saint-Domingue. Aucune nation européenne ne parvient à reconquérir l'île. En 1804, sur les cendres de Saint-Domingue, naît la première république noire de l'histoire, Haïti. La victoire de ces esclaves fait résonner le mot « liberté » à travers le monde, et avec elle se diffuse la peur d'une contagion révolutionnaire à toutes les plantations.
Cette révolution menée par les esclaves a eu des répercussions historiques mondiales. La révolution des esclaves à Saint-Domingue a détruit la colonie la plus rentable au monde. À une époque de croissance démographique et d'augmentation de la demande de marchandises, la moitié de la production mondiale a été retirée du marché à cause de la révolution haïtienne. On assiste donc simultanément à une expansion et à un énorme déficit des sources d'approvisionnement. Cela a totalement reconfiguré l'économie atlantique. Quand l'Europe se réveille du traumatisme d'Haïti, 10 000 Blancs de l'île ont déjà pris la fuite. Les planteurs de l'île trouvent vite de nouvelles terres où se reconvertir. Partout, on veut profiter de leur expérience de la culture intensive. À Cuba dans l'industrie du sucre, aux États-Unis dans le coton et au Brésil pour le café. La liberté arrachée par les esclaves à Haïti a une conséquence paradoxale, le renforcement de l'esclavage sur tout le continent américain. Dans l'arrière-pays de Rio, la vallée de Paraíba a longtemps été recouverte de forêts primaires impénétrables. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des montagnes pelées. Les arbres ont été arrachés pour laisser place au début du 19e siècle à la culture intensive du café, cette nouvelle source de richesse. Les grandes propriétés de la vallée du Paraíba comptaient jusqu'à 90% d'esclaves africains de première génération. Dans un laps de temps très court, toute une région qui était pratiquement vide s'est peuplée très rapidement d'exploitations agricoles et d'esclaves. Certains maîtres possèdent jusqu'à 1000 esclaves. Tous appliquent une organisation scientifique du travail. Une comptabilité stricte est tenue tous les jours. Le rendement par esclave devient la valeur cardinale autour de laquelle s'organise la plantation. Tout était concentré autour de la zone de séchage du café. Les esclaves sortaient le matin pour planter ou récolter le café. Dans les grandes plantations, ils étaient rassemblés dans des baraquements, auxquels on accédait par une seule entrée. Cela ressemblait donc à une prison, c'était difficile de s'échapper. Cela permettait aussi de réveiller tous les esclaves en même temps. Et quand ils franchissaient la porte, on leur distribuait leurs outils. Donc, l'espace détermine l'organisation du travail. Tout est organisé de telle sorte qu'il est inutile de surveiller les esclaves parce qu'on sait où les trouver. C'est donc un type de production industrielle qui produit des matières premières pour les usines britanniques et pour les nouveaux marchés de consommation de masse. On assiste à une véritable métamorphose de la production, ce qui se traduit par une plus grande exploitation des esclaves. Le rendement par esclave est en moyenne 10 fois supérieur à ce qu'il était au XVIIIe siècle. À 9000 km de l'Europe, ces hommes et ces femmes sont la face cachée de la révolution industrielle. Le monde est en train de changer. Au début du 19e siècle, l'Europe s'urbanise, s'enrichit. L'argent coule à flot et Londres est plus que jamais le premier centre économique mondial. Dans la capitale britannique, une nouvelle classe moyenne se rue dans les premiers grands magasins, oubliant que ses robes en satin de coton, ses peignes, ses ombrelles en ivoire et ses confiseries sont le fruit du travail des esclaves. Il y a un décalage entre ce qui se passe dans les sociétés coloniales
et ce qui se passe dans la société métropolitaine. En métropole, les décideurs commencent à désapprouver ce qui se passe dans les colonies. Ils ne se reconnaissent plus dans cette violence. L'esclavage est le contraire de la liberté. Donc la Grande-Bretagne, en tant que défenseur de la liberté, se doit de condamner l'esclavage. En abolissant la traite, les Britanniques disent « Ce qui nous motive n'est pas d'ordre économique, mais idéologique. Nous sommes pour la liberté. » Les milieux d'affaires recherchent des placements plus sûrs et moins dangereux. Investir dans des filatures de coton en Grande-Bretagne a le mérite d'être beaucoup moins compromettant. Il n'y avait pas de projet concerté pour construire une économie globale comme celle d'aujourd'hui. Il y avait simplement des industriels en Grande-Bretagne qui fabriquaient de nouvelles machines. Ces machines nécessitaient soudain beaucoup plus de coton et ils ont cherché à en acheter n'importe où. Et l'endroit où ils en ont trouvé, où ils ont pu en acheter en grande quantité, encore moins cher, c'était aux Amériques. Et finalement, aux États-Unis. Dans cette nouvelle société industrielle, l'approvisionnement en matières premières est le nerf de la guerre. La traite négrière n'est plus une nécessité économique pour la première puissance financière au monde. En 1807, la Grande-Bretagne se résout à abolir la traite transatlantique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Grande-Bretagne n'a pas agi par pur altruisme. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement les valeurs humanitaires du mouvement abolitionniste qui la motivaient. En fait, la Grande-Bretagne ne voulait pas que ses concurrents soient les seuls à profiter d'une main-d'œuvre esclave, alors qu'elle-même n'en profitait plus. En 1815, forte de sa suprématie sur les mers, la Grande-Bretagne impose la fin de la traite à la France et ses autres concurrents commerciaux. Cette décision prise par la première puissance négrière européenne ferme progressivement les routes de traite au nord de l'Atlantique. Mais dans le même temps, elle va déclencher une nouvelle déportation à l'intérieur des pays esclavagistes. Les États-Unis, en regroupant les esclaves nés sur leur sol, vont eux aussi entrer dans une nouvelle ère de l'esclavage. Un assez faible pourcentage d'esclaves amenés aux Amériques durant la traite est arrivé en Amérique du Nord, environ 3 à 5 %. Pourtant, dans les années 1800, 1825, 1830, le plus fort pourcentage d'esclaves se trouve aux États-Unis, du fait de la croissance démographique naturelle. C'est un élément capital de cette histoire. Si Thomas Jefferson a défendu la fin de la traite, c'est en partie parce qu'il savait que la vente de ses propres esclaves aux nouvelles plantations serait plus lucrative en mettant un terme à la traite. La culture du coton draine toutes les forces serviles du pays vers les rives du Mississippi. À pied, en bateau, vendus ou accompagnés de leurs propriétaires, 1 million d'esclaves en provenance de New York, Baltimore, Washington ou Saint-Louis sont déportés vers les terres du Sud. La Nouvelle-Orléans et Natchez se transforment en gigantesques marchés aux esclaves. Après le Brésil, les États-Unis deviennent les nouvelles terres de l'esclavage industriel. La plupart des esclaves avaient entre 14 et 22 ans. Ils étaient vendus à l'unité et selon les estimations, il y avait à peu près autant d'hommes que de femmes. Quand on y pense, ces jeunes gens ont été arrachés à leur famille, à leur communauté, envoyés à 10 000 kilomètres de chez eux pour être terriblement exploités. Ils ont dû recréer des communautés, refonder des familles à partir de rien, parce que tout ce qui constituait leur vie antérieure leur avait été dérobé. Acheter des adolescents des deux sexes et encourager les unions pour qu'ils se reproduisent. C'est le seul moyen pour les planteurs de faire grossir leur cheptel d'esclaves. La fertilité, la conception,
Les grossesses menées à terme, l'éducation des enfants, ont des significations diverses. L'une d'entre elles étant d'ordre économique pour les propriétaires d'esclaves et l'économie esclavagiste en général. Le ventre des femmes est inclus dans le système de production. À ce titre, les maîtres en ont l'entière jouissance. Le viol est une pratique courante. Une des histoires les plus marquantes à ce sujet est celle d'une jeune femme prénommée Celia. Celia vivait dans une petite ferme dans le centre du Missouri. Elle y est arrivée à l'âge de 14 ans et pendant 3 ans, elle a été violée et agressée sexuellement par son propriétaire. Elle a eu 3 enfants. Elle a fini par tuer son propriétaire et a été jugée pour meurtre là-bas dans le Missouri. Elle a été condamnée et exécutée parce que, conformément à la loi, elle ne pouvait pas se faire justice elle-même, étant esclave, même si personne ne contestait le fait qu'elle avait été violée. Le Brésil doit opter pour une autre stratégie pour se procurer des esclaves, continuer la traite, mais cette fois-ci de façon illégale. Malgré la lutte des Britanniques pour stopper la traite, le commerce d'esclaves explose dans l'hémisphère sud. En 35 ans, plus de 2,5 millions de captifs partent d'Afrique de l'Ouest vers les plantations du monde entier. Ils sont bientôt rejoints par 400 000 captifs originaires de la côte orientale, dont le principal marché se trouve à Zanzibar. De 1815 à 1850-55, il y a plus d'esclaves qui ont traversé l'Atlantique sur une même période de temps qu'à n'importe quel autre moment de toute l'histoire de la traite, alors qu'elle était censée s'arrêter à l'époque. L'océan Indien est l'une des plus anciennes zones d'échange du globe. L'Afrique et l'Orient y commercent depuis plus de 2 millénaires. Sur ces routes circulent de l'ivoire, des produits alimentaires, des clous de girofle, mais aussi des captifs africains. Sous la poussée de la demande occidentale, Zanzibar devient un carrefour stratégique. C'est ici, à Zanzibar, que va se développer l'un des derniers ports de traite au monde. Zanzibar est devenu au XIXe siècle l'un des grands pôles de la traite, ainsi que le centre d'un vaste empire commercial. Le sultan de Zanzibar ne contrôlait pas uniquement Zanzibar, il essayait de contrôler aussi toute la côte. Dans les années 1860, environ 20 000 esclaves passaient par Zanzibar. Et parmi eux, 8 000, 6 000 peut-être, ont été exportés. Les marchands de Zanzibar vont capturer leurs esclaves sur le continent. Le seul récit de captif qui nous soit parvenu est celui d'une petite fille de 9 ans, prénommée Souema, capturée vers 1850 au nord du Mozambique. À cette époque, 80% d'esclaves déportés vers Zanzibar sont des paysans Yao. Originaires du lac Malawi, ils y cultivent toujours la terre. Souema était une jeune fille Yao, née au nord du Mozambique. C'était pendant une période de famine. Sa mère s'était endettée auprès d'une autorité locale, un chef local,
qui l'a vendue comme esclave, et Swema l'a suivie. Dans la matinée, notre créancier vient chez nous, avec 2 vieillards de la tribu et un arabe. Sans demander la permission, il entra dans la hutte et dit avec dureté à ma mère: « Mère de Swema, vous n'avez pas de quoi payer mes 2 sacs de mtama. Je saisis pour cela votre enfant. » Au moment où l'arabe voulut m'emmener avec lui, elle se jeta à ses pieds et le supplia de l'emmener avec moi. « Ayez pitié d'une pauvre mère qui ne veut pas se séparer de son enfant. Swema, mon enfant, pourquoi n'es-tu pas morte avec tes sœurs? J'aurai au moins vos tombeaux, un bien que personne n'aurait pu me ravir. » Chaque année, les femmes Yao perpétuent des rites initiatiques hérités de leurs ancêtres. Cette cérémonie était censée préparer ces adolescentes à la dureté de leur vie future. Les familles fuyaient leur village pour échapper à la violence des négriers. L'exil les exposait à la pauvreté, la famine et la maladie. Aujourd'hui, on retrouve des Yao sur des milliers de kilomètres le long des côtes du Mozambique et de la Tanzanie. Swema raconta son histoire aux missionnaires français qui réussirent à racheter sa liberté. Certains d'entre eux photographiaient leurs protégés afin de collecter des fonds. Aucune photo de Swema n'a été retrouvée. Aux yeux des philanthropes des plus grandes nations esclavagistes, la Grande-Bretagne et la France, la barbarie de la traite est maintenant celle des autres. À Zanzibar, cette infamie devient celle des marchands arabo-swahili. L'esclavage est ensuite devenu un critère de hiérarchisation. Les pays d'Amérique, y compris les USA, étaient inférieurs à la Grande-Bretagne parce qu'ils toléraient l'esclavage. Les Brésiliens, les Cubains étaient moralement corrompus parce que les horreurs de l'esclavage ne leur posaient aucun problème. Ils étaient donc inférieurs aux Britanniques. Quant aux Africains, ils étaient hors jeu. La carte du monde se redessine entre puissances éclairées, pays semi-civilisés, royaumes barbares et contrées sauvages. Religion, régime politique et degré de civilisation constituent une échelle de valeurs pour hiérarchiser les peuples entre eux. Ces standards de civilisation font de l'esclavage une pratique rétrograde, indigne d'une nation évoluée. Combattre la traite ne suffit plus, il faut éradiquer l'esclavage. L'esclavage, cette institution aussi vieille que l'humanité, recule face à la grande vague des abolitions qui déferle sur le monde. Première à lancer le mouvement, les anciennes colonies espagnoles. Viennent ensuite les colonies britanniques, les colonies françaises et enfin les colonies hollandaises. Face à la victoire des abolitionnistes, l'esclavage devient une question épineuse pour les États-Unis. Comment renoncer aux esclaves quand les planteurs du Sud tiennent toute l'économie américaine? Ces élites fortunées se voient souvent comme les héritières de la civilisation gréco-romaine qui légitimait le recours à l'esclavage. Beaucoup revendiquent cette filiation jusque dans l'architecture et la décoration intérieure de leur maison. Pour eux, l'esclavage est un pilier de l'ordre social. L'un des capitaines de navires négriers, et sans aucun doute le plus célèbre d'entre eux, s'appelait John Newton, l'auteur du célèbre hymne Amazing Grace.
Il a dit que le fait de voir traiter des êtres humains comme ils l'étaient dans le système esclavagiste avait pour effet d'endurcir le cœur, de détruire la compassion. Newton a dit « La violence s'apprend. La traite négrière enseigne la violence. » Il ne s'agit pas de la défaillance morale d'un individu, c'est le travail qui l'exige. L'opposition entre ceux qui conçoivent l'esclavage comme un mal nécessaire et ceux qui le vivent comme une pratique rétrograde aboutit à une guerre civile dévastatrice. En 1861, les États-Unis s'embrasent. Près de 200 000 Afro-Américains s'engagent dans les armées nordistes. Pour les Afro-Américains, cette guerre est une guerre pour l'abolition dès le départ. Aussi bien pour les esclaves qui observent, attendent, saisissent la moindre opportunité pendant la guerre pour faire progresser la cause nordiste que pour les Afro-Américains libres. Ils sont 500 000 dans le Nord et beaucoup d'entre eux vont lever des troupes, s'engager dans l'armée nordiste, récolter de l'argent et s'occuper des soldats noirs lorsque celle-ci ne le fait pas. Amazing grace, how sweet the sound that saved. En 1865, après 4 années de combats dévastateurs, les États-Unis proclament l'abolition de l'esclavage. Ils peuvent désormais confirmer leur place au rang des nations les plus éclairées de la planète. But now I'm found, was blind, but now Les ouvriers recouvrent alors la liberté. Mais cette liberté est très limitée, notamment d'un point de vue économique. Et évidemment, les gouvernements des États du Sud qui se reforment sont très répressifs. Ils cherchent surtout à cantonner les ouvriers dans certaines fonctions et les empêchent de travailler dans d'autres secteurs économiques. La liberté et rien de plus. Aux États-Unis, comme en France ou en Jamaïque, des lois sont promulguées interdisant toute forme d'égalité aux affranchis. Le droit de vote, le droit à la légitime défense et la liberté de mouvement leur sont refusés. Ceux qui protestent sont tués. Ceux qui refusent de travailler sont emprisonnés et condamnés aux travaux forcés. Des récits d'anciens esclaves ont été enregistrés en 1949 et conservés à la Bibliothèque du Congrès. Âgé de 16 ans en 1865, Fountain Hughes raconte ses premiers jours en tant qu'homme libre. When we found out that we were free, well then we were bound out to different people. And we'd run away and wouldn't stay with them, well then we'd just go and stay anywhere we could. We had no home, you know. And we all had a, what you call, I might call it now, jail sentence. It just seemed as we were in jail. Now I couldn't go from here across the street, or I couldn't go to nobody's house without I have a note. La race en soi, après l'esclavage, est redéfinie par les lois, les tribunaux, les procédures politiques. La race en soi ne justifie pas l'esclavage, mais elle relègue la population désormais libérée, dans le Sud, aux mêmes productions agricoles dans des conditions qui ne sont ni libres ni égalitaires. Les Noirs deviennent une main-d'œuvre bon marché, soumise à la discipline et au contrôle social. La race a donc une dimension à la fois sociale et productive.
la race fixe l'ancien esclave à un territoire donné, le confine dans des ghettos sans espoir d'en sortir. Les anciens esclaves sont désormais asservis par leur couleur de peau. À présent, la violence de n'importe quel blanc à l'encontre du corps de n'importe quel noir découle de la loi. Avec l'émancipation en 1865 aux États-Unis, à la fin de la guerre de sécession, 4 millions d'esclaves acquièrent leur liberté. Les Européens, dans les années 1860-70, cherchent à s'approvisionner en coton. Ils commencent à chercher du côté du continent africain, qui a une vieille tradition de culture du coton. 1873. L'abolition de la traite et de l'esclavage ont des répercussions inattendues en Afrique. Bloquée sur les côtes, la population servile ne cesse d'augmenter. La libération de cette masse d'esclaves donne aux Européens une raison pour imposer leurs armées. Les Belges, puis les Français, s'installent sur la côte ouest du continent. Les Britanniques au Nigeria et sur la côte est, au nom du progrès et du bien de l'humanité. La lutte contre la traite à partir de Zanzibar a conduit au contrôle et puis à l'occupation. Donc, même s'il n'y avait pas l'intention de coloniser au début, le processus de lutte contre la traite conduisait presque fatalement à l'occupation coloniale. Partout où elle s'impose, la Grande-Bretagne fait pression pour mettre un terme à la vente d'esclaves. En 1873, elle négocie l'abolition de la traite avec le sultan de Zanzibar. Il y a une certaine ironie dans le fait que les Britanniques soient intervenus dans l'abolition de l'esclavage et de la traite. Cela a forcé les gens à se dire, si on ne peut pas exporter les esclaves, alors on les utilisera pour produire des marchandises à exporter. Galvanisés par ces grands principes moraux, des dizaines d'Européens partent à l'aventure, prêts à investir dans les matières premières dont l'Europe a besoin. Le missionnaire Dr David Livingstone devient la figure de proue de ces explorateurs abolitionnistes. Ceux qui soutenaient ces missions étaient des hommes d'affaires, des gens qui avaient de l'argent. Ils avaient probablement une idée derrière la tête. Ils n'étaient pas juste intéressés par la découverte des monts enneigés d'Afrique. Concernant les missionnaires, Livingstone était très clair. Il savait ce qui intéressait les capitalistes. Il a dit à l'UMCA, l'organisation missionnaire, qu'il s'agissait d'une mission philanthropique plus 5%, qu'ils y trouveraient un intérêt financier. Il a dit très explicitement, vous, les philanthropes, aidez-nous à abolir l'esclavage parce que ce sera bénéfique pour vous. Vous produirez du tissu que vous vendrez à la population. Certains explorateurs profitent des conseils et de l'appui logistique des marchands locaux. Parmi eux, Tipotip, l'un des plus importants négriers de l'Afrique de l'Est. Il contrôle un territoire immense au bord du lac Tanganyika. Grâce à Tipotip, Henry Morton Stanley remonte le fleuve Congo et fait signer aux chefs coutumiers des contrats qui les dépossèdent de millions d'hectares de terre au profit du roi des Belges, Léopold II. Henry Stanley débarque à Bagamoyo et s'enfonce dans l'Afrique intérieure. Au passage, il rebaptise les villes de Kisangani et de Kinshasa de son propre nom. Il est bientôt rejoint par des explorateurs français, britanniques et allemands qui, eux, partent de la côte ouest. Ces expéditions marquent la transition entre mission d'évangélisation et modèle impérialiste européen. Tipotip, dès son plus jeune âge, a commencé à commercer le long de la route centrale jusqu'au Congo. Il opérait dans une vaste zone et il était le personnage le plus puissant. Il avait presque sa propre armée.
Même laissée à l'abandon, la maison de Typotype renseigne sur les fortunes amassées par ce grand négociant. Dans son autobiographie, Typotype revient sur ses tractations avec Stanley et les diplomates belges. Stanley apparut avec une dizaine d'Européens et nous nous rencontrâmes chez le consul. Il me dit « Nous désirons que vous acceptiez de devenir gouverneur au nom de la Belgique et que vous arboriez aussi le drapeau belge dans les territoires qui sont sous votre domination. » À Stanley Falls, j'ai arboré de suite le drapeau belge. Les anciens esclaves sont incorporés dans les armées de conquête. Armes au poing, Français, Belges et Britanniques s'enfoncent de plus en plus loin dans la forêt équatoriale. Les Européens obligent les communautés paysannes, placées sous leur contrôle militaire, à produire huile de palme, caoutchouc, cacao, café et bien sûr coton. Sur ces exploitations agricoles, aucune différence n'est faite entre anciens esclaves et paysans expropriés. En distribuant 3 piécettes et quelques grammes de sel, les Européens peuvent se prétendre progressistes. Les anciennes routes de traite deviennent celles du travail forcé. Et d'ailleurs, c'est très clair, tous les États ont pratiqué le travail forcé, tous. Dans certains cas, ce travail n'était pas très éloigné de l'esclavage. On prenait les gens hors de leur village, on les payait presque rien, notamment pour les travaux dits d'utilité publique. Ils devaient se nourrir eux-mêmes et ensuite on les rejetait dans leur village où certains avaient perdu les habitudes de vivre. Capturé par Typotype puis revendu par Henry Stanley à un exploitant de caoutchouc, Makulo, un esclave congolais, décrit les violences perpétrées dans les villages administrés par les Belges. Certains étrangers employés par l'État, profitant de l'absence de leur chef, malmenaient, torturaient et causaient quelquefois des crimes mortels. Un homme surnommé l'Aigle, à cause de sa cruauté, était surveillant général. Cet homme était vraiment cruel. Il tuait beaucoup de gens. Dans ce système de travaux forcés, les missionnaires sont désormais les témoins impuissants des exactions des exploitants. Les armées à la solde des Belges terrorisent les villageois et matent les révoltes. Chaque balle est comptée. Et pour prouver la bonne utilisation de leurs fusils, les soldats doivent rapporter la main de leur victime. Il suffit d'une balle perdue pour couper la main d'un innocent. Il fallait justifier la domination, la violence, la conquête militaire. C'était insupportable pour l'opinion, pour toute opinion dite civilisée. À partir de là, on l'a enseigné aux Africains, on a voulu l'inculquer aux Africains pour leur faire accepter la suprématie européenne, pour leur faire accepter la mission civilisatrice que l'Europe a eu la prétention de conduire en Afrique. Avec sa cohorte de médecins, d'anatomistes et de cadres coloniaux, l'Europe se sert de la race comme d'un outil scientifique pour justifier sa domination. L'Afrique devient un tout homogène, relégué en bas de l'échelle de l'humanité. Principe de race et lutte contre l'esclavage sont les deux mamelles de la colonisation. Le fait que les hiérarchies raciales aient persisté après l'émancipation n'a vraiment rien d'étonnant, parce que c'était le mode de pensée des abolitionnistes. Ceux d'entre eux qui appréciaient réellement la culture africaine et qui considéraient les Africains et les Africaines comme leurs égaux étaient peu nombreux. Même les plus égalitaires partaient du principe que la culture britannique était civilisée, évoluée, etc., etc. C'était leur vision des choses. Après avoir pénétré l'intérieur du continent, les Européens construisent en sens inverse des voies ferrées qui rejoignent les côtes. À chaque terminus poussent les capitales des nouvelles colonies, Dakar, Lagos, Douala,
Pointe-Noire, Luanda, Le Cap, Dar es Salaam. Acheminés vers ces ports, le coton, l'huile de palme, le caoutchouc, le cacao, l'ivoire, les minerais sont ensuite réexpédiés vers le monde entier. À l'heure de la conquête coloniale, les pouvoirs politiques africains avec lesquels les Européens commercent depuis 5 siècles n'ont plus aucun droit de cité. Le Brésil, qui a été le premier à voir fleurir les champs de canne à sucre sur son territoire, est l'un des derniers à interdire l'esclavage. Le 13 mai 1888, l'impératrice du Brésil ratifie l'abolition de l'esclavage et met un terme à plus de 450 ans d'asservissement pour les Afro-Brésiliens. Le mouvement abolitionniste au Brésil était un mouvement conservateur mené par des Blancs. Ce n'était pas un mouvement radical dans lequel étaient impliqués des Noirs. L'idée était avant tout que le Brésil devait se civiliser, progresser. L'idée du progrès et de la civilisation était directement liée à l'élimination de la barbarie pratiquée avec l'esclavage. Mais en éliminant l'esclavage, ce mouvement abolitionniste voulait aussi éliminer les Noirs de l'histoire du Brésil, parce qu'ils étaient considérés comme barbares, d'une certaine manière. En témoignent les écrits de Raimundo Nina Rodrigues, professeur de médecine légale à l'université de Bahia, qui en 1891 s'interroge sur le destin des descendants d'esclaves. La race noire au Brésil devra constituer pour toujours un des facteurs de notre infériorité comme peuple. Ce qu'il serait important à déterminer, c'est combien cette infériorité provient de la difficulté de la population noire à se civiliser, et si, dans l'ensemble, cette infériorité reste compensée par le métissage. Le gouvernement comme les planteurs veulent blanchir la population. Le premier pour effacer les traces de l'esclavage, les seconds pour réduire leur dépendance à ces ouvriers désormais libres. En 1891, 215 000 Européens arrivent au Brésil, soit 3 fois plus de personnes que pendant l'année la plus noire de la traite. Le commerce d'êtres humains est remplacé par l'immigration de millions d'Européens pauvres. L'esclavage n'a pas existé à cause du racisme. C'est l'histoire du racisme qui est liée à celle de l'esclavage, pas le contraire. O vergonha já está engasgado. Obrigado, justiça e por respeito de algum antepassado da cor. A minha carne negra já está cansada de ser presa, de viver debaixo do papel preto, de lixo. Tudo que acontece é minha carne negra. Tudo que acontece é minha carne negra. Vamos dar um basta, está na hora de acabar com a violência. A violência, a violência. Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Vamos à luta. Arrebentar essas correntes. A minha carne negra. Negra, 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 negra. A minha
On estime entre 9 et 12 millions le nombre de captifs africains qui ont circulé en 12 siècles sur les routes transsahariennes et orientales. À partir de 1516, en 3 siècles et demi, 13 millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent déportés vers les Amériques. Entre les razzias, les famines, les guerres et les épidémies, cette mondialisation de la violence aurait causé la mort de 50 millions d'Africains, victimes directes et indirectes des désirs d'expansion des grands empires. Aujourd'hui encore, les historiens tentent d'évaluer les conséquences démographiques, économiques, politiques et sociales de ce drame humain d'une ampleur encore inégalée. On aura vraiment progressé le jour où on reconnaîtra tous l'esclavage comme faisant partie de notre histoire commune. L'histoire de l'esclavage n'est pas l'histoire des Noirs, ni juste celle de la colonisation blanche. L'histoire de l'inégalité des hommes est notre héritage à tous, que nous devons tous combattre. Les Blancs ne doivent pas se considérer uniquement comme les descendants des propriétaires d'esclaves, mais aussi comme des descendants d'esclaves. Les Noirs comme des descendants de propriétaires d'esclaves. On doit considérer qu'on a hérité des structures fondamentales de ces sociétés. Ce qu'on a fait de ces inégalités dépend entièrement de nous. C'est ça qui peut vraiment nous aider à aller de l'avant en tant que société.